Les Simpsons avaient prédit le 11 septembre des années avant qu'il ne se produise. Ils avaient annoncé l'élection de Trump plus de 10 ans à l'avance. Comme vous le savez, nous avons hérité d'un budget catastrophique du président Trump. Ils savaient que Disney allait racheter la Fox bien avant même que l'affaire ne soit évoquée. Un épisode des Simpsons d'il y a 19 ans prédisait l'avenir. On y voyait l'entrée des studios de cinéma de la 20th Century Fox. On prenait ça pour une blague, jusqu'à ce que la réalité nous rattrape. Aujourd'hui, une autre prédiction cachée dans un vieil épisode de football correspond presque parfaitement à la Coupe du Monde 2026. Ce match déterminera une fois pour toutes quelle nation est la meilleure du monde, le Mexique ou le Portugal. Si les Simpsons ont encore raison, le titre est peut-être déjà joué. Numéro 8. Donald Trump devient président. Lisa Simpson est entrée dans le bureau ovale et a prononcé une phrase qui a étrangement mal vieilli. Elle était présidente des États-Unis et l'Amérique était en difficulté. Puis elle a dit à son équipe « Comme vous le savez, nous avons hérité d'un budget catastrophique du président Trump. Comme vous le savez, nous avons hérité d'un budget très serré de la présidence de Trump. » Cet épisode a été diffusé en mars 2000. Donald Trump n'est devenu président qu'en 2016. À l'époque, Trump était déjà célèbre, mais pas pour ses prises de position politiques. C'était un homme d'affaires new-yorkais, une figure de l'immobilier, une cible privilégiée des tabloïds et une célébrité qui savait comment attirer l'attention des médias. Son nom évoquait les tours, l'argent, les interviews bruyantes et les gros titres. L'émission The Apprentice n'avait même pas encore été diffusée. Pour la plupart des gens, l'idée d'un président Trump semblait tout droit sortie d'un film rocambolesque, comme seuls les Simpsons l'auraient imaginé pour faire rire. Mais cette idée n'était pas sortie de nulle part. Vers 1999, Trump avait déjà envisagé de se présenter à la présidence. Il avait formé un comité exploratoire avec le Parti de la Réforme et avait évoqué publiquement une possible campagne. Pourtant, pour la plupart des Américains, cela ressemblait davantage à un coup de pub qu'à une véritable ambition politique. Les scénaristes ont observé un pays où la célébrité commençait à être perçue comme un pouvoir et ont poussé cette idée à l'extrême. Puis la réalité les a rattrapés. 16 ans plus tard, Trump se lançait sérieusement dans la course à la présidence. Au début, beaucoup considéraient sa campagne comme un simple coup d'éclat. Puis il enchaîna les victoires. Il battait des politiciens chevronnés qui avaient consacré leur vie à se préparer à ce niveau de pouvoir. Il était omniprésent dans l'actualité. Scandales, disputes, manifestations, débats et titres à sensation le suivaient partout. Mais rien n'arrêta sa campagne de prendre de l'ampleur. En 2016, il remporta l'élection face à Hillary Clinton et devint le 45e président des États-Unis. Dès lors, chaque scène étrange des Simpsons commença à être scrutée de près. Numéro 7. Le rachat de la Fox par Disney. En 1998, les Simpsons ont glissé l'une de leurs blagues les plus étranges, si discrètement que beaucoup ont pu la rater. L'épisode s'intitulait « Quand on s'en prend à une star ». Homer se retrouve entraîné dans le monde des célébrités hollywoodiennes après avoir rencontré Alec Baldwin et Kim Basinger. Il commence à profiter de la vie lagache comme à son habitude, et vers la fin, la scène bascule sur les studios de la Fox. C'est là que l'étrangeté apparaît. Sur le panneau des studios, la 20th Century Fox apparaît comme une division de la Walt Disney Company. À l'époque, cela ressemblait à une simple blague en arrière-plan. Personne dans l'épisode ne s'est attardé à l'expliquer. Personne ne l'a traité comme une annonce capitale. C'était juste là à l'écran, comme si les scénaristes se moquaient de la chose la plus improbable qui leur soit venue à l'esprit. Tiens, la vieille dame du Titanic, tu pues. Et à l'époque, cela paraissait vraiment improbable. Fox et Disney semblaient appartenir à deux mondes complètement différents. Disney, c'était l'empire familial raffiné, des princesses, des parcs d'attractions, des films pour toute la famille et une image soigneusement préservée. Fox était plus incisive, plus bruyante, plus brute. Elle n'hésitait pas à lancer des blagues qui ridiculisaient les puissants des grandes entreprises. Les Simpsons en étaient un parfait exemple. Cette famille de dessins animés se moquait de la vie américaine, de la télévision, de la politique, de la religion, des célébrités et du pouvoir des entreprises à la moindre occasion. Alors la blague avait du sens. Et si même Fox, la maison des Simpsons,
finissait par être racheté par Disney. Pendant des années, ce n'était qu'une petite pique amusante contre Hollywood. Puis la réalité a rattrapé son retard. En 2019, Disney a finalisé le rachat massif des principaux actifs de 21 instants Century Fox. La transaction s'élevait à environ 71,3 milliards de dollars. Disney a pris le contrôle de grandes entreprises de cinéma et de télévision, notamment 20th Century Fox Studios, FX National Geographic, Fox Television Production Units et une participation plus importante dans Hulu. Et voilà, la vieille blague des Simpsons est devenue réalité. Mais toutes les prédictions des Simpsons ne sont pas aussi simples. Certaines sont bien plus étranges et bien plus sombres. Numéro 6, l'attaque du tigre. La prédiction suivante des Simpsons concernait un spectacle vivant, un tigre blanc et un cauchemar qui s'est finalement réalisé. En 1993, un épisode des Simpsons montrait Springfield ouvrant son propre casino. Toute la ville était entraînée dans le tourbillon de la célébrité. Le monde bruyant des jeux d'argent, des numéros de scène et des divertissements à la Las Vegas. Soudain, deux artistes flamboyants font leur apparition. Ils se nomment Gunther et Ernst, et tout chez eux est clairement conçu pour rappeler aux spectateurs Siegfried et Roy. Costumes, lumière de scène, mise en scène théâtrale, et surtout, le tigre blanc. Deux artistes exubérants se tiennent devant une foule, faisant mine de maîtriser parfaitement un animal sauvage. Puis le tigre se retourne contre eux. L'animal attaque pendant le spectacle, et ce qui avait commencé comme une scène de casino anodine se transforme en un rappel violent qu'un animal sauvage reste un animal sauvage. Aussi sophistiqué que soit le spectacle. À l'époque, personne n'y a vu une prédiction glaçante. Cela ressemblait à une satire évidente. Siegfried et Roy étaient mondialement connus pour leur spectacle avec des tigres blancs à Las Vegas. Puis 10 ans plus tard, la scène caricaturale a perdu de son humour. En 2003, Roy Horn se produisait au Mirage de Las Vegas lorsqu'un des tigres blancs, Manticore, l'a attaqué pendant le spectacle. Roy a été mordu, traîné hors de scène et grièvement blessé. Il a survécu, mais l'agression a mis fin au célèbre spectacle de Siegfried et Roy et a bouleversé sa vie à jamais. Puis est arrivée la scène des Simpsons et le spectacle de Roy qui a également bouleversé sa vie à jamais. Puis est arrivée cette scène des Simpsons que personne ne peut encore regarder de la même façon. Numéro 5. La coïncidence du 11 septembre. L'une des prédictions les plus célèbres des Simpsons provient d'un épisode qui n'avait pourtant aucune intention d'être sombre. En 1997, les Simpsons ont diffusé New York contre Homer Simpson. Dans cet épisode, Homer se retrouve à New York après que Barney, parti en virée, a garé sa voiture près du World Trade Center. Homer doit donc faire tout le trajet pour la récupérer. On le retrouve donc coincé près du World Trade Center, à attendre près de sa voiture, furieux, affamé et désespéré de quitter New York au plus vite. À l'époque, c'était juste un épisode drôle sur le pire voyage possible d'Homer dans la ville. Puis est apparu le détail dont on parle encore aujourd'hui. Dans une scène, Lisa brandit une brochure publicitaire pour un voyage à New York à 9 $. Le chiffre 9 est en gros caractères sur la page, et juste à côté se trouvent les tours jumelles. Après le 11 septembre, en revoyant cette image, les gens ont vu quelque chose d'inoubliable. Le chiffre 9, placé à côté des deux tours, ressemblait étrangement au 11 septembre. Cette simple image est devenue l'une des plus grandes théories prédictives des Simpsons. Après les attentats, la diffusion de l'épisode est devenue délicate, car le World Trade Center était au cœur de l'intrigue. Pendant longtemps, de nombreux téléspectateurs ont cessé de le regarder. Lors de sa rediffusion, certaines scènes ont été coupées ou traitées avec précaution, car les tours n'étaient plus seulement un élément du paysage new-yorkais. Elles étaient devenues le symbole de l'une des journées les plus douloureuses de l'histoire moderne. Par la suite, la série a étendu ses étranges prédictions au plus grand sport du monde. Numéro 4, le scandale de corruption de la FIFA. Homer Simpson n'aurait jamais dû être chargé de l'organisation de la Coupe du Monde, et c'est précisément ce qui a d'abord fait sourire. Dans « Tu n'es pas obligé de vivre comme un arbitre », Lisa qualifie Homer de héros, car pour une fois, il fait preuve d'honnêteté. Ce simple geste le propulse d'une manière ou d'une autre jusqu'au plus grand tournoi de football de la planète.
Soudain, Homer n'est plus affalé sur son canapé avec un beignet. Il se retrouve sur un terrain au Brésil, en tenue d'arbitre officiant devant des millions de supporters. Puis la plaisanterie prend une tournure plus sombre. La Coupe du Monde est magnifique vue de l'extérieur. Les stades sont pleins à craquer. Mais derrière cette image idyllique se cache une réalité bien plus sombre. Un haut responsable de la fédération fictive de football apparaît et parle ouvertement de corruption. Il ne feint pas la surprise. Il ne minimise pas le problème. Il parle comme si tout le système était gangréné par l'argent et le pouvoir. Puis, il est arrêté. Sur le moment, cela ressemblait à une plaisanterie footballistique cinglante. Tout le monde savait que la Coupe du Monde ne se résumait pas à des buts et à la fierté nationale, mais aussi à des contrats télévisés des sponsors, des droits d'organisation des contrats marketing et des hommes puissants prenant des décisions cruciales en coulisses. Les supporters adoraient le football, mais beaucoup soupçonnaient déjà que ceux qui le dirigeaient jouaient un tout autre jeu. Puis, un an plus tard, le véritable scandale a éclaté. En mai 2015, la plus puissante organisation de football a été frappée par une affaire de corruption d'une telle ampleur qu'elle a secoué le monde du sport. 14 personnes ont été inculpées. 9 étaient des dirigeants du football et 5 des cadres du marketing sportif. Les chefs d'accusation comprenaient racket, fraude électronique et blanchiment d'argent. Des dirigeants et des chefs d'entreprise étaient accusés d'avoir transformé le football mondial en une machine à cash privée. Pots de vin et paiements secrets ont déterminé qui pouvait vendre, diffuser et tirer profit des tournois suivis par des milliards de personnes. Les sommes en jeu étaient colossales. Plus de 150 millions de dollars de pots de vin et de commissions occultes avaient été versés ou convenus. La manière dont l'affaire a éclaté l'a rendue encore plus spectaculaire. La police suisse a arrêté plusieurs responsables à Zurich dans un hôtel de luxe juste avant le congrès annuel de la FIFA. L'image de la FIFA a basculé du jour au lendemain. Pendant des années, elle avait semblé intouchable. Elle contrôlait la Coupe du Monde, le plus grand événement sportif de la planète. Les pays se disputaient son organisation. Les entreprises payaient des fortunes pour y participer. Les supporters organisaient leur vie autour de l'événement. Puis soudain, les gros titres ne parlaient plus de buts, ni de trophées, mais d'arrestation de pots de vin, de blanchiment d'argent et de corruption. Sepp Blatter n'a pas été arrêté ce jour-là, mais le scandale a éclaboussé la FIFA alors qu'il en était encore le visage. Il fut réélu président peu après les arrestations, mais la pression ne cessa de croître. Quelques jours plus tard, il annonça sa démission. Et le même épisode de la Coupe du Monde ne s'arrêta pas aux officiels corrompus. Il se déplaça également sur le terrain, où une autre scène footballistique des Simpsons devint impossible à ignorer. Numéro 3. Le désastre de la Coupe du Monde du Brésil. Dans ce même épisode, le Brésil et l'Allemagne se retrouvaient sur le même chemin pour la Coupe du Monde 2014. Et dans le dessin animé, l'Allemagne battait le Brésil 2-0. À l'époque, cela semblait une simple blague de football. Mais quelques mois plus tard, la véritable Coupe du Monde arriva au Brésil. Et ce qui se produisit ensuite fut bien pire que tout ce que le dessin animé avait montré. Le Brésil ne se contenta pas de perdre contre l'Allemagne en 2014. Le Brésil s'effondra, devant le monde entier. C'était une demi-finale de Coupe du Monde au Brésil, sous les yeux de tout un pays. Le Brésil avait remporté la Coupe du Monde plus de fois qu'aucune autre nation. Les supporters n'espéraient pas seulement que leur équipe atteigne la finale. Ils croyaient que le Brésil devait défendre la fierté d'une nation de football. Puis, l'Allemagne marqua. Au début, la déception était palpable, mais passa inaperçue. Les grands matchs sont souvent marqués rapidement. Les équipes fortes savent réagir. Puis, l'Allemagne marqua à nouveau. Miroslav Klose inscrivit le deuxième but, devenant ainsi le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Cela aurait dû être l'un des faits marquants du match, mais il n'eut même pas le temps de savourer l'instant, car l'Allemagne continua d'attaquer. Toni Kroos marqua 2 fois coup sur coup. Avant même que le Brésil puisse reprendre son souffle, Sami Khedira ajouta un 3e but. Avant même que le match n'ait atteint la demi-heure de jeu, le Brésil était mené 5-0. 5 buts en une demi-finale de Coupe du Monde contre le Brésil au Brésil. Le silence se fit dans la foule, un silence presque irréel.
Les supporters fixaient le terrain comme s'ils assistaient à quelque chose d'inimaginable. Certains pleuraient, d'autres se cachaient le visage. Certains semblaient trop choqués pour réagir. Le Brésil n'était pas simplement vaincu, le Brésil était déchiré. Et la douleur était d'autant plus vive que le tournoi revêtait une importance particulière. Le Brésil n'avait pas accueilli la Coupe du Monde depuis 1950, et cette ancienne compétition avait laissé une plaie béante. À l'époque, le Brésil avait perdu le match décisif à domicile contre l'Uruguay. Pendant des décennies, cette défaite avait hanté le football brésilien. Alors, lorsque la Coupe du Monde est revenue au Brésil en 2014, c'était comme une chance de réécrire l'histoire, une chance de gagner à domicile. Mais le Brésil abordait le match contre l'Allemagne déjà affaibli. Neymar, la plus grande star du pays, était absent suite à une blessure. Thiago Silva, le capitaine et pilier de la défense, était suspendu. Le Brésil avait perdu son attaquant le plus dangereux et celui qui d'ordinaire tenait la défense à distance. Pourtant, personne ne s'attendait à ce que le match tourne au fiasco. L'Allemagne n'a pas relâché la pression après la première mi-temps. André Surle a inscrit 2 buts après la pause. Oscar a réduit l'écart en fin de match pour le Brésil, mais ce n'était plus une consolation. C'était comme une maigre consolation dans une soirée déjà gâchée. Le score final était de 7-1, et le plus étrange, c'est que les Simpsons ne se sont pas arrêtés à la défaite du Brésil face à l'Allemagne. Ce même épisode a également mis en lumière le joueur que le Brésil ne pouvait absolument pas se permettre de perdre. Numéro 2. La blessure de Neymar à la Coupe du Monde. Avant même que l'Allemagne n'humilie le Brésil, ce dernier avait déjà perdu le joueur sur lequel tout le pays comptait. C'était en quart de finale contre la Colombie. Le Brésil était encore en lice dans sa Coupe du Monde à domicile. La foule était en délire, et Neymar portait une pression que seul un numéro 10 brésilien peut comprendre. Il avait déjà marqué 4 buts dans le tournoi, et pour des millions de supporters. Il était le joueur capable de mener le Brésil jusqu'au titre. Soudain, Juan Camilo Zúñiga lui a asséné un coup de genou dans le dos. Neymar s'est effondré sur la pelouse et ne s'est pas relevé. Ce n'était pas un geste anodin. Ce n'était pas une tentative mesquine pour obtenir une faute. Il était gravement blessé. Le Brésil a tout de même remporté le match 2-1, mais le résultat est devenu presque secondaire. Sa plus grande star était contrainte de quitter le tournoi. La blessure était sérieuse. Neymar avait une vertèbre fracturée et sa Coupe du Monde était terminée. C'est là que le parallèle avec les Simpsons devient étrange. Dans l'épisode « Tu n'es pas obligé de vivre comme un arbitre », le Brésil a aussi sa superstar, El Divo. Spectaculaire, talentueux, théâtral célèbre, il est considéré comme le joueur indispensable du Brésil. C'est le genre de footballeur capable de renverser le cours d'un match d'une seule touche de balle, mais aussi celui qu'on accuse de s'écrouler trop facilement. Cela rappelait beaucoup Neymar. Brillant balle au pied, rapide technique, dangereux et adulé par les supporters brésiliens, Neymar était aussi la cible de moqueries pour ses roulades, ses chutes et son exagération des contacts. Les Simpsons ont construit le personnage d'El Divo précisément autour de cette image. Dans l'épisode, El Divo s'écroule pendant le match, et Homer doit décider si la star brésilienne est vraiment blessée ou s'il simule encore une fois. Quelques mois plus tard, Neymar se retrouve allongé sur la pelouse lors d'un vrai match de Coupe du Monde et personne ne rit. Les fans remarquent alors un autre détail étrange. Les chaussures d'El Divo ont ensuite été comparées sur Internet à des modèles Puma. Sur le moment, cela n'avait pas l'air important. Lors de la Coupe du Monde 2014, Neymar était connu comme un athlète Nike. Lié à la marque depuis des années, toute référence à Puma dans le dessin animé semblait anecdotique. Mais des années plus tard, Neymar a quitté Nike pour rejoindre Puma. En 2020, Puma a annoncé un partenariat à long terme avec lui. Neymar est devenu l'une des plus grandes stars du football associée à la marque et a commencé à porter des chaussures Puma. Après tant de moments footballistiques des Simpsons, étrangement proches de la réalité, une vieille blague sur le football prend une toute autre dimension à l'approche de la Coupe du Monde 2026. Numéro 1. La prédiction pour la Coupe du Monde 2026. En 1997, les Simpsons ont diffusé un match de football qui semblait être une simple blague. Aujourd'hui, près de 30 ans plus tard, cette même scène inquiète les fans de la Coupe du Monde. La famille regarde la télévision lorsqu'une publicité pour un match de football majeur apparaît. Pas un petit match,
pas un simple match amical. La publicité le présente comme le match le plus important de la planète. Puis les équipes apparaissent. Mexique contre Portugal. Ce match devait décider une fois pour toutes quelle nation était la meilleure du monde, le Mexique ou le Portugal. À l'époque, l'idée paraissait absurde. Le Mexique et le Portugal n'étaient pas les choix les plus évidents pour un match de football aussi important dans un dessin animé. Pourtant, la scène n'a pas disparu. Des années plus tard, les fans ont commencé à la remettre au goût du jour. Le premier grand regain de popularité a eu lieu lors de la Coupe du Monde 2022. Les fans ont ressorti l'extrait en ligne et ont commencé à espérer que cette fois, c'était peut-être la bonne. Le Mexique participait au tournoi. Le Portugal participait au tournoi. Ronaldo était toujours à la poursuite du seul trophée qui manquait à sa carrière. La vieille scène des Simpsons semblait sur le point de se réaliser. Puis tout s'est effondré. Le Mexique n'a pas réussi à sortir des phases de groupe. Le Portugal a été éliminé avant la finale. La théorie est morte presque aussi vite qu'elle était apparue. Pendant un temps, le match Mexique-Portugal ressemblait à une prédiction ratée des Simpsons. Mais ceux qui y croyaient avaient encore une excuse. L'épisode n'avait jamais précisé que le match devait avoir lieu en 2022. La théorie est donc restée d'actualité. Et lorsque la Coupe du Monde a été reportée à 2026, la vieille scène a trouvé un écho bien plus fort. Cette fois-ci, le tournoi se déroule en Amérique du Nord. Le Mexique n'est pas une simple équipe parmi d'autres, mais l'un des pays hôtes. Il n'est pas un simple spectateur. Il est au cœur de l'action, jouant devant son public, sur son sol, sous le regard du monde entier. Le tournoi lui-même est différent. 2026 est la première Coupe du Monde masculine à réunir 48 équipes. 12 groupes de 4 équipes sont organisés. Les 2 premières de chaque groupe se qualifient, ainsi que les 8 meilleurs troisièmes. Cela crée un tableau de 16e de finale avant les phases finales. Ce format élargi offre davantage de chances à plus d'équipes et favorise les confrontations inattendues. Le Mexique et le Portugal ne doivent pas seulement être performants, ils doivent aussi sortir vainqueurs de leur groupe, éviter de se rencontrer trop tôt, emprunter des chemins opposés et enchaîner les victoires, tandis que le tournoi élimine les autres équipes. Le Mexique a déjà de solides arguments pour remporter la victoire. Il a débuté le tournoi en battant l'Afrique du Sud. Afrique 2-0. Puis le Mexique a battu la Corée du Sud 1-0. Ces victoires ont fait bien plus qu'engranger des points. Elles ont donné une résonance particulière à la vieille blague des Simpsons. Chaque victoire du Mexique donne désormais aux supporters une raison supplémentaire de revivre cette ambiance, et l'histoire du Mexique en Coupe du Monde est marquée par la douleur. Pendant des années, le Mexique a subi l'un des schémas les plus frustrants du football. De 1994 à 2018, le Mexique a atteint les 8e de finale à chaque fois pour s'y incliner. Invariablement, le 5e match est devenu un rêve inaccessible. Puis en 2022, la situation s'est encore aggravée, le Mexique n'ayant même pas réussi à sortir de son groupe. Ainsi, un beau parcours en 2026 serait comme briser une vieille malédiction à domicile. Et jouer à domicile peut faire toute la différence. Le Stade de Mexico, connu dans le monde entier sous le nom d'Estadio Azteca, est situé à plus de 225 mètres d'altitude. Guadalajara est également perché en altitude à plus de 1525 mètres. Cela ne garantit pas la victoire au Mexique, mais peut pénaliser les équipes non habituées à de telles conditions. L'atmosphère est différente, les jambes s'alourdissent plus vite. Les dernières minutes peuvent être fatales pour des joueurs déjà épuisés. Un défenseur réagit trop tard. Une passe est un peu courte. Une course est manquée. Dans un match de Coupe du Monde, de petits détails peuvent se transformer en moments cruciaux. C'est le point de vue du Mexique. Et puis, il y a le Portugal. Le Portugal subit une pression complètement différente, car tout repose sur Cristiano Ronaldo. Ronaldo a 41 ans lors de cette Coupe du Monde. Il n'est plus le jeune ailier qui driblait les défenseurs à une vitesse fulgurante. Il n'est plus l'étoile montante qui cherche à faire ses preuves. C'est une légende qui court après le seul trophée qui lui manque encore. Il a remporté des Ligues des Champions. Il a remporté des championnats. Il a remporté le championnat d'Europe avec le Portugal. Il a soulevé la Ligue des Nations. Il a marqué plus de buts en sélection que n'importe quel autre joueur masculin de l'histoire. Mais il n'a jamais gagné la Coupe du Monde. C'est pourquoi une qualification du Portugal pour la finale
dépasserait le cadre du football. Ce serait comme le dernier chapitre de l'une des carrières les plus brillantes que ce sport ait jamais connues. Et le Portugal, ce n'est pas qu'une question d'émotion et de nostalgie. Ils ont une équipe suffisamment forte pour que le rêve devienne réalité. Bruno Fernandes peut créer des occasions et marquer depuis le milieu de terrain. Bernardo Silva peut ralentir le jeu quand tout le monde se précipite. Rafael Leao apporte vitesse et danger sur l'aile. Betinha apporte contrôle et énergie au milieu de terrain. Le Portugal possède des joueurs capables de faire mal aux équipes de différentes manières, même lorsque Ronaldo n'est pas celui qui porte le match à lui seul. Mais leur parcours a déjà été semé d'embûches. Le Portugal n'a pas connu le départ parfait espéré par les supporters. Un match nul contre la RD Congo a rendu la route tendue dès le début. Ce genre de résultat ne tue pas le rêve, mais change l'ambiance. Chaque match suivant devient plus lourd. L'histoire de Ronaldo ressemble moins à des adieux en douceur qu'à une lutte pour la survie. Si le Portugal parvient à surmonter cette pression, la théorie prend de l'ampleur. La finale les attend le 19 juillet au New York New Jersey Stadium. C'est la soirée que toutes les équipes rêvent d'atteindre. Et si le Mexique et le Portugal y parviennent, la fameuse scène des Simpsons enflammera la toile, comme peu de théories sportives l'ont fait. Mais le plus troublant, ce ne sont pas seulement les équipes. C'est ce qui s'est passé pendant le match dans la version animée. Dans cet épisode, le match n'a rien d'un beau rêve de football. Il est lent et frustrant. La foule s'impatiente, les supporters perdent patience. Puis tout dégénère. Le match devient violent. Des bagarres éclatent. L'ambiance du stade devient incontrôlable. Il n'y a pas de fin heureuse et paisible. Pas de coup de sifflet final parfait. Pas de moment de calme où un capitaine soulève le trophée et où le monde entier exulte. Cette vieille scène des Simpsons transforme le match en chaos, et comme le tournoi se déroule en Amérique du Nord, certains fans ont tenté d'établir un lien entre cette version sombre et les tensions du monde réel. Une des théories évoque les relations tendues entre les États-Unis et l'Iran. Merci d'avoir regardé. Découvrez maintenant les vidéos qui apparaissent à l'écran pour d'autres histoires incroyables.